parler du skill et du skill cap dans Yu-Gi-Oh! Déjà, c'est quoi le skill cap et le skill? On va commencer par les définitions assez simples de ce qui est pour moi le skill. Donc, vous avez différentes choses. Au niveau du skill, on a le fait de draw. Je sais pas si vous avez déjà fait des events ou ce genre de choses, ou déjà joué à Dueling Book, mais des fois, le gars est en mode ah, t'as été meilleur. En mode second degré, il a bien pioché. Donc, comme ça, c'est du second degré, vu de ce point de vue du fait t'as été meilleur, t'as mieux pioché. Mais il y a également le fait que, effectivement, ça se trouve, il y a des joueurs qui sont juste très très forts à bien piocher. Comme exemple, il y a Samir Bachar. Bah, je vais vous montrer les deux exemples. Je sais pas si je les ai déjà préchargés pour faciliter un peu les choses. Voilà. Donc, premier exemple. On attend que ça charge, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier exemple. Nous sommes au YCS Londres. Bon, il a été remporté par Samir Bachar, donc je suppose que vous savez déjà ce qui va se passer ensuite. Mais pour faire simple, donc on a Tom K. Donc Samir gagne la deuxième game. Donc Tom K commence. Il set 1 et fait ce board. Ce board, ça fait quoi? Ça fait Fenrir. Donc il a activé l'effet de Shangri-La en standby pour spé Fenrir. Là, on est durant la main de Samir Bachar. On a Shangri-La qui a bloqué ces trois zones-là. Donc elles sont inutilisables. On a Diablosis. Donc quand il y aura une pure carte ban, il va ban le même nombre face down, il va ban le même nombre de cartes face down qui ont déjà été ban. Il a perdu une carte de l'extra, il a 7 cartes du main qui ont été ban. Il a Erasart, donc il n'a pas de cimetière. Il peut ban un face down, il me semble qu'il a déjà 2 ou 3 matériels. Et il a un Fenrir qui va ban un autre face down. Et la Shangri-La pourra rebloquer une zone avec l'effet Diablosis rebloquer un. Donc là, en gros, il va partir pour un bloc 5 plus ban 16, un truc comme ça. Et ça fait beaucoup. Et donc, que se passe-t-il? Ah, il se passe que mon PC charge. Il arrive, il fait Kurikara, il sacrifie la Shangri-La. Donc ça fait une carte broken qu'il a pioché. Donc là, Tom K lit Kurikara. Donc la Kurikara, là, elle le met très très bien. En plus, elle a 3000 d'attaque, comme elle a sacrifié un monstre. Et donc, elle peut potentiellement aller battle des Fenrir ou des Diablosis. Ce qui est déjà très très chiant. Donc là, il fait effet Rizard pour réattacher. Et là, Samir, il est en mode attention, parce que il a pioché une deuxième Kurikara qu'il va faire dès maintenant. C'est pas un effet, c'est une condition d'invocation. Donc là, il a deux Kurikara à 3000 d'attaque. Je pense avoir mis le son un peu trop fort. Et derrière, il active Talent. Donc là, on est sur 3 power cards qui sont complètement broken. Et là, on a Togno et Mado. Putain, c'est bien qu'on j'ai gagné. Parce que là, à ce moment-là, genre, c'est déjà win. Il a tellement bien pioché. Parce que ça veut dire que il peut récupérer le Fenrir. Et donc, il va passer à 2 monstres à 3000. Le Fenrir qui va ban sa face down. Il y a battle on board. Bon, spoiler, le Fenrir a été invoqué ce tour, donc il pourra pas le tourner. Mais il vient de démonter son board, surtout que les Kurikara en une phase peuvent respect des monstres du sim, donc il va pouvoir récupérer le Rezar, peut-être des Fenrir ou des unicornes. Et donc là, il vient complètement d'imploser son board, le board n'existe plus. C'est là, il a vraiment bien pioché. Donc le fait de bien draw, ça peut être draw beaucoup de très bonnes cartes. Mais ça peut être aussi un autre exemple, qui est... Alors, je crois que je suis un petit peu trop revenu en arrière. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes ici à peu près. Donc ça c'est un peu plus récent. C'est WCQ Utrecht, donc WCQ EU, a.k.a. le championnat d'Europe de Yu-Gi-Oh! Remporté par Jessica Robinson ici. Donc vous doutez qu'elle va gagner. De toute façon vous le voyez autant qu'il reste. Elle gagne la 1 avec son Rika. D'ailleurs on va avoir d'autres passages où on va la voir. Donc voilà, pioche 5. Ça commence. Labyrinthe. Labyrinthe, c'est très fort quand ça go first. Et on voit Juhu, je crois que ça se prononce comme ça, qui 7-5.
Euh, Ceux qui ont jamais joué contre Labyrinthe qui 7-5, ça fait très très peur. Bon, au moins, c'est qu'il n'y a pas de Lord of the Heavenly Prison, mais ça fait très peur. Et elle, et là, elle rigole. Et lui, il sait déjà. Il sait déjà. Elle a fait un signe au public. Le public sait déjà ce qui va se passer. Là, ils savent déjà le plumeau. Donc là, tout son board s'est fait annihiler par une carte. Là aussi, elle a bien pioché. Donc, au niveau de bien pioché, ça peut être des exemples comme Samir, qui a draw 3 excellentes cartes pour remonter un board qui ne devait pas être remontable. Mais ça peut aussi être une seule draw. Bien pioché, ça peut être plein de choses. Ça peut être des power cards. Ça peut être top deck. Top deck, bah, c'est bien pioché. C'est piocher la carte qu'il nous faut au bon moment du dessus du deck. Et donc ça, c'est malheureusement quelque chose que t'es pas censé contrôler. Si tu contrôles ça, bah t'es un tricheur. Donc c'est un point sur lequel on peut pas tellement progresser. Nous avons également une autre, donc là le skill cap de bien piocher. Le skill cap c'est censé être le même pour tout le monde, c'est tu pioches du dessus de ton deck. Et la différence c'est, je sais pas moi, en fait il y en a juste pas. C'est à quel point t'actives bien ton top deck. Mais c'est juste à quel point t'arrives à être stylé. Mais sinon, le skill cap, c'est le même pour tout le monde sur ça. Donc ça, c'est un point sur lequel t'es pas censé être meilleur que les autres. Euh, je relis mes doutes. Après, on a quelque chose qui est beaucoup moins visible, dont où les gens ne font pas grand... Ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est le choix de deck et le deck building. Parce que genre, c'est très rare que quelqu'un explique ouais, j'ai pris ce deck parce que ça, machin truc. C'est en général, si tu le prends parce que t'es fort avec, ou voilà, et puis c'est tout. Mais genre Jessica Robinson, elle joue que Rika. Et la plupart des joueurs, ils prennent juste le meilleur deck. Enfin, le deck le plus fort du format. Et puis, ils cherchent pas. C'est juste, ils jouent le deck, ils jouent le deck. Mais ça dépend aussi de ce que tu t'attends à jouer contre sur autre chose. Bah, je vais pas vous refaire ma vidéo, mais j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique le choix de deck et ce genre de choses. Pas trop le deck building, qui est vraiment la partie la moins visible de Yu-Gi-Oh! Pour moi, le Yu-Gi-Oh! Compétitif, c'est vraiment le deck building. C'est le fait de se dire, même pas juste se dire je vais jouer H plutôt que Ghost Bell ou ça, c'est le fait de se dire je vais jouer 2 H ou une Ghost Bell ou ce genre de choses. Et je raconte n'importe quoi avec ma ratio, mais c'est en mode ça je vais la jouer en 3 exemplaires, ça en 2. Des fois c'est les ratios logiques, mais le fait de se dire ce ratio il est logique parce que machin truc, on a fait des tests, c'est mieux comme ça j'en veux pas qu'une seule parce que si je la pioche c'est trop nul, mais en même temps faut pas que je la pioche trop souvent. Voilà, enfin c'est le fait de se dire la carte elle est bien 2, elle est bien 3, elle est bien 1, ou alors elle est juste toute pourrie. Le fait en général d'essayer d'avoir les bons ratios pour finir à 40, ce qui est meilleur, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose où ça peut être très rapide, où tu peux comprendre très facilement, où ça peut être très long de build correctement les decks, mais aussi c'est quelque chose où on voit vraiment très peu la différence entre un bon joueur et un excellent joueur au niveau de son deck building. Ça change très peu de choses et le truc c'est qu'on peut rarement juste copier une decklist comme ça d'un bon joueur. En fait, on peut copier les listes des bons joueurs parce ils joueront juste ce qui leur semble être le meilleur pour le format. Mais c'est très compliqué de copier la liste d'un excellent joueur parce qu'il va pas jouer il va pas jouer le deck qu'il considère être le plus fort ou les cartes qu'il considère être les plus fortes. Il va considérer les meilleurs choix par rapport à ce que les autres vont jouer pour cet event. En mode, il va se dire, je m'attends à tomber beaucoup contre ce deck, donc cette carte, elle est pour ce deck-là. Mais pas parce que ce deck, c'est le plus fort, parce que le deck est plus représenté ou ce genre de choses. C'est souvent pour ça que leur liste, elle change. En général, un bon joueur va rarement changer sa liste à tous les events. Alors que les très bons joueurs vont le changer très régulièrement. Parce que tout le monde joue pas la même chose tout le temps. Il y a des sorties, il y a d'autres decks qui ont top, et donc ça change tout le temps, de ce point de vue. Mais on va après avoir le skill qui est le plus évident. Où là, par contre, le skill cap peut être très élevé. Surtout avec certains decks. Ça va être juste jouer à Yu-Gi-Oh! Prendre tes cartes, les activer dans le bon ordre. Entrap la bonne, faire la bonne ligne de play, trouver l'OTK, faire le bon combo.
connaître les cartes de l'adversaire, connaître le match-up, savoir que ça peut battre ça, ce genre de choses. Ça, c'est le truc le plus dur à Yu-Gi-Oh! Pour moi au niveau du skill. Le truc sur lequel tu as le moins d'influence. Enfin, justement, si, le truc où tu as le plus d'influence. Et souvent, tu vas rarement, après avoir lost une game, tu vas rarement dire oh, c'est ma faute, j'ai mal construit mon deck, j'aurais dû mettre 3 fois cette carte au lieu de la mettre 2 fois. Sauf si bien sûr ça part au grind, mais au niveau des ratios, tu vas plutôt être en mode j'aurais dû activer cette carte ici, là, c'est ma faute, j'aurais dû activer ça là. C'est quand même incroyable que souvent, soit c'est souvent soit ta faute comment tu l'as joué, soit t'as mal draw, mais on va rarement remettre la faute sur ton deck build, le fait que t'aies mal construit ton deck. Au niveau du skill, il me semble que j'ai un exemple. L'exemple est un peu triste, mais alors. Premier exemple, ça peut être des fois des misplays tout bêtes. Donc là, le misplay assez bête, c'est il a activé il a bloqué cette zone, il a activé l'effet de Shangri-La, et donc il va aller faire un Erase Art. Et qu'est-ce qu'il va misplay? Le Erase Art, il va le mettre dans cette zone-là. Comme ça, c'est pas un gros misplay, mais ça peut changer beaucoup de choses dans la game. Parce que si jamais il avait mis le Erase Art là, ça forçait la lien 1 à aller ici, et la lien 1 Rika, elle pointe vers le bas. Et donc il n'aurait pas pu remettre le soigneur qui est normalement invoqué par la lien 1. Ceux qui ne connaissent pas Rika, la loupe, c'est invoqué Loki, Lokai, Lossi, ce que vous voulez. L-O-C-I, astucieux graine aussi. Tu fais la lien 1, Sun Avalon. Cette lien 1 dit que si elle est faite par, en utilisant ce monstre, elle gagne l'effet supplémentaire d'ajouter une carte Sunvine, je crois. J'ai oublié, ou Sun Seed, ou Sun Avalon. Bref, c'est Sun quelque chose. Et cette carte, en fait, elle te dit tu payes 1000 et tu spé une Sunseed du deck. En fait, tu as spé duo, je sais plus quoi. Mais en fait, tu vas également avoir la lien 1 qui dit que la première fois que tu prends des dégâts, tu vas gagner en points de vie le montant de dégâts que tu as pris et invoquer une lien 1 de ton extra Sun Avalon autre que elle-même. Et en fait, normalement, tu invoques le soigneur qui dit que lorsqu'il est invoqué, tu cibles un monstre Sun Avalon que tu contrôles et tu gagnes 300 points de vie fois sa quantité lien, son lien rating, j'ai oublié le nom. En gros, tu gagnes 300. Et c'est pratique pour d'autres plays plus tard. Et surtout, ça génère un body gratos. Mais là, il ne pourrait pas le faire, par exemple. Donc, après, dans le match, ça va rien changer parce qu'il va se faire raser le board. Mais on peut avoir ce genre de micro-misplay. On est quand même en finale de l'Europe et ça fait des misplays. Bon, il était un peu stressé quand même, mais il y a surtout beaucoup de méconnaissances. Et un autre misplay qui, lui, par contre, est immense comme misplay. Donc, toujours le même match. Un peu plus tard, on a Christian T, qui s'est fait un peu en partie remonter son board, mais Jessica a pas eu une excellente main et s'est fait un peu interrupt. Donc, elle n'a pas réussi à construire un vrai board. Elle a genre vraiment rien. Et en face, on a ce board, c'est-à-dire Fenrir, qui a 2400 d'attaque, qui va pouvoir ban un face down. Reisart qui a 1500, et lui en mode attaque, je sais pas combien il a, mais il a que dalle. Donc là, le play, normalement, ça devrait être de battle la lien 1, enfin de battle Mudan, parce que tu peux pas attaquer la lien 1. Elle dit que tu peux pas la taper, donc si jamais il y a que elle, tu tapes directement. Le play, ça devrait être de battle Mudan, de la ban face down, et puis taper direct, et comme on est au time, end phase, game. Sauf que le play qu'il va faire, ça va être de taper Mudan, ban la lien 1. On sait pas pourquoi, mais c'est le play qu'il a fait. Peut-être parce que s'il prenait des dégâts, la lien 1 allait réinvoquer un truc, il allait regagner les points de vie. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il a oublié que Mudan a 2400 de défense. Il va donc attaquer, bannir la lien 1 et réattaque Mudan. Et là, elle est en train de lui dire. Et lui, il est en mode ah. Elle lui a dit il a autant de défense que Fenrir a d'attaque. Et là, aucun des deux n'a assez d'attaque pour la passer.
il va donc devoir pass turn sur ça. Alors que là, il pouvait faire plein de moves. Il pouvait la ban face down avant. Il pouvait faire une X6-7 qui pète 2. Il pétait les deux, il n'y avait plus de problème. On va voir après qu'il a un pot de prospérité qui allait révéler Icon pour prendre contrôle de la ligne 1 de Mudan. Il avait 20 manières de l'avoir. Mais il l'a quand même raté. Il pouvait Erazard, ban, battle. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais, non, il pouvait plus Erazard, il en avait plus. Mais il l'a raté. Et derrière, on a Jessica qui gagnera le tournoi. Il me semble que j'ai un autre exemple. Il est ici. Donc on est encore sur la même game. J'ai en fait beaucoup d'exemples de Jessica Robinson en tant que la personne qui ne fait pas le misplay parce que... il faut le dire, elle est forte, hein, putain. Genre, il n'y a pas tout le monde qui joue Rika comme ça. Donc on a Juhu qui a commencé, qui a Norm, Ariana et fait tuto, je crois, Cooklock. Ou alors il y avait un Welcome Labyrinth Cooklock SP. Et Lord of the Heavenly Prison. Donc là, que se passe-t-il? On va avoir Juhu qui fait super poli, qui va prendre 2 monstres. Et spoiler, c'est problématique. Et donc, Jessica retourne faire une lien 1. Elle fait la Sunseed de manière à pouvoir générer l'autre lien 1 qui donne plus de points de vie. Et aussi générer un body. Il me semble qu'à ce moment-là, il va prendre Daruma Cannon ou c'est juste après. Elle fait Jasmine. Il me semble que là, elle a 2 fois la lien 1 au grave. Et donc, elle pourrait potentiellement bannir la level 2 qu'elle a mis au grave. Ainsi que la lien 1 pour... Ouais, non, je suis en train de raconter des bêtises. Là, le play, c'est juste tu spé du deck. Je ne sais pas qui tu irais invoquer spécialement, mais tu irais invoquer spécialement quelqu'un. Mais c'est pas un effet à l'invocation. Il va donc Daruma Cannon pour clear le board. Donc là, elle vient de prendre Super Poli et Daruma Cannon. Sauf que, surprise, elle a gardé toute son engine Rika en main. Et ça, par exemple, c'est une partie du skill dont j'avais parlé. C'est le fait de gérer ses ressources. C'est pas que au niveau du grind, c'est aussi au niveau de comment tu joues avec les interrupts de l'adversaire. Si jamais, comme Rika là, joue avec 2 engines différentes, c'est-à-dire les Sun Avalon et les Rika, peut-être que on montrait une en premier pour que l'engine Sun Avalon se fasse complètement détruire et ensuite tu joues avec les Rika. Ou elle aurait pu faire l'inverse si jamais elle avait open d'autres lossy plutôt qu'un unexpected die. Ça peut être le cas avec plein de decks, c'est le cas également avec Dragon Link, où tu vas avoir plusieurs cartes qui sont indépendantes en main, qui n'ont pas besoin des autres, et donc c'est beaucoup plus simple d'aller bait des interrupts, mais plus dur à jouer. Et donc là, elle va avoir la game. Elle refait une Jasmine. Pétale, et puis voilà, elle a la game. Je ne sais plus si on voit la 7, la toute dernière. Non, donc elle prend juste la game. Ah, si, on la voit. Et c'était un big welcome. C'est un big welcome qui n'aurait absolument rien changé, je pense. Donc, on a comme ça, au niveau du skill, on a la draw qui n'est pas du tout influençable, le deck build qu'on ne voit pas beaucoup, et on a le fait de jouer au jeu qui est beaucoup plus visible au niveau du skill, au niveau, mais beaucoup plus dur à appréhender. Parce que c'est très simple de dire, quand tu vois le match après coup, dire ah oui, j'aurais dû faire ce play, mais quand tu étais dans le truc, tu ne sais pas à quoi tu pensais, tu ne sais pas ce qu'il y avait, tu as pu oublier des informations, tu n'étais pas dans le même niveau de stress, et donc au niveau de ce skill, on a ton skill qui va aller avec le stress, parce que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire des events de cette taille,
On a le fait que tu n'as pas la connaissance sur le deck de l'adversaire potentiellement. On a le fait que tu dois gérer tes ressources avec plein de gens autour, que c'est bruyant. Bon, ça c'est en plus. Mais on va avoir le fait de gérer tes ressources. Peut-être pas faire tout le temps la ligne... enfin, trouver la ligne optimale pour chaque chose. Parce que des fois, la ligne optimale, c'est pas forcément le plus gros endboard. Ça peut être de garder ses ressources. C'est trouver le juste milieu entre faire un... entre mettre en place ses ressources le plus vite possible et garder des ressources pour plus tard si jamais tu te fais remonter ou parce que tu t'attends peut-être à te faire remonter. Et donc on a certains types de decks qui arrivent à se jouer dans différents formats car justement étant dit plus skillé. Qu'est-ce que c'est un deck skillé? Alors comment tu définis qu'un deck est plus skill qu'un autre? Tu définis ça peut-être par le fait, ça peut être par le nombre d'interactions. Par exemple, si ton deck joue très très peu d'interactions, comme un deck avec des floodgates, c'est beaucoup plus simple de ne pas rater les interactions. Son deck joue 4 interactions par jour, qui sont les 4 sets. Par tour, pas par jour, excusez-moi. C'est compliqué de rater quand même, genre, t'as 4 trucs à faire. Donc toi aussi tu rates un peu, non? Alors que des decks comme Rika, ou Dark World, ou Tyr, ou Dragon Link, ça va être des decks où tu vas activer beaucoup de choses, où il faut gérer l'ordre, où il y a peut-être des locks, et du coup il faut gérer dans l'ordre, ça faut le faire avant ça, où tu as des cartes qui ont plusieurs effets, des cartes qui ont plusieurs utilités, différentes lignes de play dans l'extra deck. Par exemple, pour Rika, Navalon ou Rika, chacune des deux engines peut aller sur l'autre grâce à Jasmine, et grâce à Pétale, grâce à Glamour. On peut faire des allers-retours entre les engines. Dragon Link, quasiment toutes les cartes du deck, tuto n'importe quelle autre carte du deck. On a un nombre d'extenders quasiment infini avec les bestiales. On a des liens qui sont vraiment très très cool, qui sont génériques pour l'intégralité de ton main deck. Tu peux profiter en partie de tes entraps pour certaines liens 2. T'as différents endboards, tu peux mettre des towers, des negates, des bounce, t'as tes cartes en main, ça peut être des bestiales, t'as les sets, t'as beaucoup de choses. Dark World, t'as énormément d'effets qui sont pas once per turn, et donc tu peux gérer tes différentes choses. Activer ça, bait d'abord en cramant toutes les negates de l'adversaire sur des dangers pour aller battle, et puis ensuite garder Genta ou tes discards Dark World pour après, ou l'inverse. Pour tir, c'était le fait de bien gérer les Shizu, c'est-à-dire de pas trop les utiliser si jamais t'étais en miroir pour pas lui donner trop de ressources, mais en même temps il fallait que t'en aies un peu plus, bien gérer les chaufflures, les timings, les différentes tutos, la pop de planète, les negates, quel endboard est le plus efficace contre ce que je suppose être dans sa main. C'est énormément de connaissances et de trucs à gérer. C'est pas des decks ou des match-up que tu peux apprendre juste en jouant une fois contre. C'est pour ça que les tops en général, ils préparent un event. Qu'est-ce que c'est préparer un event? C'est pas juste de prendre son sac, mettre à manger, euh, réserver, faire l'aller-retour. C'est pas juste ça, c'est également s'entraîner au format, jouer contre les decks qu'ils pensent affronter, jouer contre des bons joueurs, se renseigner. C'est tout ça, préparer un event. C'est vraiment jouer, jouer, jouer contre ce qui est dans le format pour voir des interactions bizarres qui tomberont peut-être jamais de leur vie, mais peut-être qui arriveront pour plein de choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'est un deck pas skill? Par exemple, on a des decks comme Kashtira où on dit que le pilote a très peu d'importance. Ça veut dire quoi que le pilote a pas d'importance? Ça veut dire que en général, le deck fera la même chose. Le deck fait pas beaucoup et il a une seule ligne de play. C'est-à-dire pour Kashtira, c'est de faire Unicorn, spé de level 7 ou 3, faire Shangri-La plus Shangri-La qui spé Fenrir, faire Eraser ou Shangri-La plus Fenrir plus Eraser. C'est la même chose. T'as genre 3 endboards qui dépendent de ta main. T'as le board minimum qui est Shangri-La spé Fenrir. T'as le deuxième board qui est Eraser Pass. Bon, même si tu peux l'échanger avec Fenrir plus Unicorn. Et t'as le troisième board qui est Shangri-La Resort
plus la Shangri-La qui se paie un Fenrir, plus les cartes qui sont en main. Mais ça fait que tu as très peu de handboards différents et tu as très peu de manières d'arriver à ton handboard. Tu passes par une unicorn, sauf pour le play qui est Shangri-La spé Fenrir, où là tu as juste touché Fenrir. Mais dès que tu as touché une unicorn, tu as au minimum le Rise Art et en fonction des extenders, peut-être la Shangri-La en plus. Même si en général c'est plus le Rise Art qui est en plus de la Shangri-La, mais bref. C'est ça des decks où tu as très peu de choix, très peu de liberté, où là par contre justement on va avoir tout ton skill qui va être utilisé dans le deck building. Ce qui est aussi le cas dans les decks que j'ai cités avant qui sont considérés comme skill. Sauf que là on le voit pas, on voit très très peu les choix de deck build parce que les listes se ressemblent un peu toutes. Comme c'est un deck avec lequel tu dois train très longtemps et donc tu peux pas tellement train 500 trucs différents. Tu traînes ton deck et c'est tout. C'est pour ça que la plupart des gens qui jouent des decks très skill restent dessus. Par exemple, on a Jessica qui joue Rika et Kurika. On a Mathieu Bricard qui joue Dragon Link. J'ai pas des. Enfin, mon tir était le meilleur deck, mais vous comprenez ce que je veux dire. Des excellents joueurs qui jouent pas le meilleur deck jouent que ce deck. Et donc, on en revient au skill cap dans Yu-Gi-Oh! Du fait que on voit que même en finale, il y a des gens qui arrivent à misplay, que des fois, t'as beau faire 0 misplay, tu peux ne pas gagner. C'est-à-dire que là, Jessica, en finale, elle a pas misplay. Elle a pas fait de misplay. En tout cas, je pense pas en avoir vu, je pense pas qu'il y en avait des gros. Si elle a fait des misplays, ils étaient vraiment minimes, mais elle devait perdre. C'est-à-dire que normalement, le Yu-Gi-Oh! Sans misplay, tu es censé être capable de savoir à l'avance qui va perdre ou non quasiment. Euh, on l'a vu juste avant, son adversaire qui a misplay, il devait gagner le match. C'est ça le skill cap, c'est le fait de gagner ce que tu devais gagner. Jessica, elle devait pas gagner, elle a quand même gagné. Et c'est pour ça qu'elle est vraiment forte. Et que son adversaire, il est excellent, il a fini là. Mais encore une fois, t'as beau être très très fort au jeu, si tu stresses, tu seras moins fort. Et ça, c'est un aspect qui est très peu dont on parle pas beaucoup au niveau de devenir meilleur au jeu, c'est le fait de moins stresser en event. C'est-à-dire que si t'as beau être le meilleur joueur du monde, si tu stresses comme un fou, tu vas enchaîner les misplays. Et donc tu ne seras pas le meilleur joueur du monde. Et c'est pour ça que c'est dur de définir, par exemple, qui est le meilleur joueur. Parce qu'il y en a qui sont meilleurs en deck build, d'autres comme Samir Bachar qui ont toujours des draws de fou. Il y en a qui font très très peu de misplay, mais ça suffit pas. Il faut qu'il y ait tout en même temps, c'est-à-dire que tu draws bien, que ton deck est bien build, que tu aies choisi le bon deck. Si jamais c'est pas toi qui choisis, il faut que. Enfin, c'est-à-dire si tu joues qu'un seul deck, il faut que le deck soit un bon choix pour l'event. Et que derrière tu misplays pas. Et en amenant les trois, c'est là qu'on obtient un réel skill cap qui est inatteignable quasiment. C'est pour ça que Yu-Gi-Oh! C'est vraiment intéressant au niveau de la compétition. C'est que le skill cap est immense. C'est-à-dire que tu pourras toujours en général t'améliorer. Dis-toi que si t'as pas gagné l'event, c'est pas parce que gna gna j'ai mal draw, peut-être t'as mal draw. Mais déjà, si t'as pas fait top, c'est qu'il y avait un problème. Soit t'as misplay, soit t'as mal build. Donc avant de. Il y a genre une échelle. Avant que ce soit la draw qui ruine tout, il faut te dire que avant ça, en tout premier, dans le plus important, c'est est-ce que t'as pas misplay dans ton match? Est-ce que t'as pas misplay dans l'event? Puis ensuite, est-ce que t'as correctement deck build? Et après, si les deux sont parfaits, ce qui sera, faut être honnête, jamais le cas, vraiment jamais, il faut que tu aies la bonne draw. Et c'est pour ça que les joueurs progressent pas, c'est que souvent, dès qu'il y a un problème, ils regardent très très peu les deux premières étapes, c'est directement j'ai mal draw. Ou alors des joueurs qui sont bons au jeu, qui regardent que la première, mais qui regardent pas la seconde, qui se disent pas j'ai peut-être mal build mon deck ou choisi un mauvais deck. C'est pour ça que faut aller faire des tournois les gens, parce que vous pourrez quasiment toujours progresser, même quand vous êtes sûr d'être trop trop fort avec votre deck, peut-être que il est pas si bien build que ça, peut-être que vous pouvez le tester avec d'autres engines, peut-être que vous continuez à faire des misplays, et je pense que on a fini pour ce Yuto Stalk. Euh, dans quelques heures, je pense que je vais mettre la rediff du Yuto Talk 2 pour ceux qui l'ont manqué, qui voudraient aller le voir.
Et la semaine prochaine, il y aura le Yuto Talk 3. Donc, je pense qu'au niveau de l'ordre, je ferai genre une vidéo importante qui seront les analyses de deck qui sortira le lundi. Ça, c'est sûr, au moins une fois par semaine. Les replays de Yuto Talk qui sortiront, je pense, le jeudi.